Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ce webinaire spécial. Comment négocier son salaire de business développeur? Alors, il y en a peut-être parmi vous qui s'apprêtent à devenir business développeur. Il y en a peut-être aussi parmi vous qui sont déjà business développeurs, du coup, depuis plusieurs mois, plusieurs années. Il y a peut-être des account managers, peut-être des account exécutives. Toutes les techniques que je vais vous partager aujourd'hui, c'est des techniques que vous pouvez utiliser, quel que soit le métier en sales et business développement idéalement, mais c'est aussi des techniques que vous pouvez utiliser du coup sur d'autres types de métiers. Du coup, je vais vous partager plein de conseils, tous ces conseils qu'on partage à la fois aux Akimbers qui font nos bootcamps, et aussi évidemment à notre réseau, les personnes, les alumni avec qui on continue d'échanger régulièrement parce que quand ils doivent changer de job, effectivement, ils se tournent vers nous, ils nous disent, OK, est-ce qu'il y a des offres en ce moment plus intéressantes que d'autres? Comment est-ce que je peux négocier le meilleur package, donc le meilleur salaire possible, etc., etc. Donc, c'est tous ces tips, tous ces conseils et tout ce savoir-faire que je vais vous échanger, vous partager du coup aujourd'hui. Et on va pouvoir démarrer du coup dans quelques instants. Dites-moi dans le chat si vous êtes déjà business développeur ou si vous découvrez ce métier et que vous vous demandez, OK, là, je vais passer des entretiens, comment est-ce que je peux faire pour tout simplement décrocher le meilleur salaire possible. Je vous laisse me partager ça dans le chat pendant que j'ouvre ma présentation. Et comme ça me permettra aussi, évidemment, d'adapter un petit peu ma présentation aujourd'hui. En tout cas, je suis hyper content de faire ce webinaire avec vous. Je ne le fais pas très souvent. Donc, ça a été l'occasion pour moi de réfléchir par rapport à ces sujets. J'ai plein de nouvelles informations du coup aussi à vous communiquer et j'ai hâte de pouvoir partager ce moment avec vous. Voilà, tout simplement. J'ai fait trois parties du coup dans cette présentation et les deux premières, c'est je m'adresse d'un côté à des aspirants business développeurs, des gens qui veulent devenir business développeurs et d'un autre côté, du coup, je m'adresse à des personnes qui sont déjà business développeurs, qui font déjà de la vente. Donc, j'espère que vous voyez bien cette présentation. A priori, ça devrait être le cas. Je vous demande une seconde. Hop, le temps que moi aussi, je vois bien le slide. Alors, premier point, du coup, en forme de un petit peu d'intro aujourd'hui, tout simplement. Euh, on a formé plusieurs centaines de sales, de business développeurs et d'account managers, bien sûr, chez Akimbo. Savoir négocier son salaire, c'est quand même assez relié à savoir négocier du coup un deal face à un contrat. Donc, c'est deux thématiques qui sont bien reliées. C'est deux thématiques sur lesquelles on va former du coup les personnes qui font les bootcamps. Et c'est, comme je vous l'ai dit là il y a quelques minutes, c'est une partie de ce savoir-faire que je vais vous partager du coup aujourd'hui. En deux mots, par rapport à Akimbo, nous, on est la première Sales Academy en France. Donc, on va former des individus comme des entreprises sur les nouvelles méthodes de vente. Notre vision, c'est qu'il y a une vraie révolution de la vente qui a lieu en ce moment, une révolution qui est drivée, du coup, qui est entraînée par l'explosion du volume de données disponibles, qui est également entraînée par l'explosion du volume d'outils disponibles pour mieux vendre, et enfin par les changements en termes de mentalité dans la vente auxquels on assiste aujourd'hui. Et notre mission, c'est de créer du coup la première Sales Academy en France et en Europe pour vous permettre de vous éclater sur votre job au quotidien en étant plus performant que les autres, tout simplement. En quelques chiffres, on a formé un peu plus de 800 personnes, du coup, depuis 3 ans. On a des sessions sur nos bootcamps à temps plein et temps partiel qui sont limitées à 20 et 25 personnes respectivement. Aujourd'hui, on a un peu plus de 250 entreprises qui sont partenaires d'Akimbo. On a des avis sur Google. Je crois qu'on en a plusieurs dizaines qui sont autour de 4,9 sur 5, si ma mémoire est bonne, du coup, avec des avis qui sont postés évidemment très régulièrement par les alumni que vous pouvez aussi contacter. On vous invite à le faire. Comme ça vous permet de découvrir un petit peu leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont apprécié aussi évidemment sur le bootcamp, pourquoi est-ce qu'ils nous ont donné cette revue et qu'est-ce qu'ils sont devenus et comment est-ce que ça se passe aussi sur leur job de business développeur, bien sûr. Donc, je vous ai annoncé trois parties. Donc, une première surtout pour les aspirants business développeurs, parce que quand vous avez encore jamais été business développeur et que vous passez des entretiens, évidemment, le moment de la négociation, c'est quelque chose qui est assez, peut-être dire grandiose, ça dépend de vous, bien sûr, mais en tout cas, ça peut être un peu stressant et on peut se demander, OK, comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que je m'y prends? Et au moins, plus vous avez d'informations, plus derrière, mieux ça se passe, quoi. Vous comprenez? Je vais m'adresser aussi évidemment à des business développeurs confirmés, des commerciaux confirmés, parce que on va pas avoir un recruteur va pas avoir les mêmes attentes, votre boss va pas avoir les mêmes attentes en termes de négociation. Il va falloir être bon, évidemment. Il y a des techniques, ça se prépare plusieurs semaines en avance. On se dit pas au lendemain, ok, tiens, je vais aller voir mon boss à la pause café et je vais lui demander une augmentation du coup. Et après, je ferai un dernier volet qui sera d'ailleurs le plus long, qui sont des conseils que j'adresse vraiment à tout le monde sur des négos de salaire, puisque il y a quand même évidemment beaucoup de recommandations qui se recoupent, que vous soyez déjà
ou futur business developer. Voilà. Je vais faire une petite intro aussi avant même de démarrer la partie 1 sur des sujets qui sont importants et que vous devez, à mon avis, avoir vraiment en tête au moment du coup de négocier ce salaire. C'est d'abord comment dire, enfin, il y a quelques éléments clés qu'il faut vraiment garder en tête. Et au premier rang desquels, posez-vous la question évidemment, de quoi est-ce que va dépendre le salaire d'un business développeur? Le salaire d'un business développeur, il va dépendre d'un certain nombre de critères, au premier rang desquels le panier moyen de la solution que vous commercialisez. Si vous commercialisez une solution SaaS, donc un logiciel avec un abonnement mensuel à 60 ou 70 euros, vous allez avoir une marge de manœuvre assez réduite puisque le temps étant une ressource limitée, en fait, dans l'année, si tout se passe bien, vous ne pourrez peut-être pas signer plus de, mettons, 250 ou 300 000 ou 400 000 euros de vente. Alors que si vous vendez des solutions qui sont plus complexes, donc avec des paniers moyens qui sont supérieurs, mettons, voilà, une solution avec des licences annuelles à 50, 80 ou 100 000 euros, là, en fait, vous vous rendez compte évidemment que vous pouvez tout de suite aller chercher des résultats beaucoup plus élevés. Donc, ce n'est pas la même chose, évidemment, vous le comprenez aussi, de vendre une solution avec des paniers moyens qui sont assez faibles. On est sur une vente un peu plus transactionnelle. Il ne faut pas le comparer tout à fait avec de la vente qui va être beaucoup plus complexe. Ça ne fait pas appel aux mêmes qualités, ce n'est pas du tout le même quotidien, ce n'est pas les mêmes salaires aussi. Il n'y a pas une vente qui est meilleure qu'une autre. Il y a des gens qui peuvent être très bons sur un type de vente et vraiment mauvais sur l'autre. Et d'ailleurs, c'est très souvent le cas, et réciproquement. Donc, il n'y a pas une vente qui est meilleure que l'autre. Après, idéalement, c'est vrai que c'est quand même pas mal de progresser parce que déjà, ça fait du changement, on découvre de nouvelles choses, de nouveaux outils, de nouvelles perspectives de carrière. Et puis, ça permet tout simplement de continuer à apprendre des choses. Voilà. Donc, ça, c'est un premier gros critère dont va dépendre le salaire d'un développeur, c'est le panier moyen. Après, vous allez retrouver aussi l'industrie dans laquelle, l'industrie. Je pense que même avant l'industrie, je mettrais plutôt la taille de l'entreprise que vous rejoignez. La taille et son mode de financement, par exemple. Est-ce que c'est une entreprise de 20, 30 salariés qui est autofinancée ou est-ce que, en fait, au contraire, c'est une entreprise de 200, 300, 400 salariés qui a fait une levée de fonds à 100 ou 500 millions d'euros? Vous voyez, ça va être un autre point clé puisque derrière, plus vous avez des levées de fonds, plus vous avez des plans de recrutement qui sont ambitieux, plus les ressources humaines ont la pression pour onboarder des personnes et les recruter, et plus elles vont être d'accord derrière pour effectivement tout simplement augmenter vos salaires. Donc ça, c'est aussi un point qui est assez déterminant. Et puis, bon, je vais quand même finir par quelque chose qui est, je pense que c'est le moins intéressant parce que c'est plus évident à comprendre, mais évidemment, c'est votre niveau de seniorité derrière, puisque plus vous êtes senior, plus vous allez avoir des objectifs de vente aussi qui vont être élevés, et plus réciproquement, vous allez aussi avoir un salaire qui est élevé. Je reviendrai un petit peu sur ce point-là après parce que ça peut être cool d'avoir un salaire élevé, surtout quand on démarre. Après, c'est aussi un petit peu une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Donc, du coup, c'est des éléments à prendre en compte. Faut pas, ça arrive très rarement, mais si vous êtes très fort en négociation, le but, c'est pas non plus que une semaine ou 3 semaines après vous avoir embauché, votre employeur se dise en fait, zut, je l'ai payé trop cher. Parce que là, du coup, évidemment, ça remet en question derrière potentiellement votre période d'essai. Voilà. Un autre point clé par rapport au salaire et par rapport aussi à la négociation de salaire, du coup, ne soyez pas attiré uniquement par le salaire. C'est évident, mais ça doit être un critère parmi les autres. Sauf si vraiment pour vous, depuis toujours, l'argent a toujours été quelque chose, voilà, vous voulez toujours gagner plus, etc., etc. C'est quand même souvent le cas des sales. On fait ces métiers aussi pour avoir des commissions. Mais globalement, quitte à passer du coup effectivement 8 ou 10 heures par jour avec certaines personnes, autant que ce soit des gens avec qui vous avez un fit humain. Voilà, on peut trouver des équipes qui sont très différentes, passer évidemment le plus possible d'entretien et essayer de vous dire, OK, à côté du salaire, qu'est-ce que je vais valoriser le plus possible? Le critère le plus important à côté de ça, c'est l'équipe que vous allez rejoindre, évidemment. Quelques autres marques aussi, c'est normal évidemment d'être stressé, c'est normal de passer du temps à préparer sa négociation de salaire, c'est normal d'hésiter, il faut trouver le bon moment. C'est d'autant plus difficile qu'en fait, et surtout quand c'est la première fois pour vous que vous négociez du coup votre salaire, qu'en fait, vous avez quelqu'un en face de vous dont c'est le métier de négocier un salaire, que ce soit un entrepreneur ou un RH. En fait, des personnes comme vous, et ce n'est pas péjoratif, il va en rencontrer plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, il a l'habitude d'embaucher des gens. Donc, en fait, des négociations de salaire, il en a fait déjà sans doute plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines pour les personnes les plus expérimentées. Alors que vous, normalement, vous n'avez pas changé 15 ou 20 fois de job dans votre vie, vous n'avez pas fait 15 ou 20 négociations de salaire, donc c'est un peu plus difficile. Donc, c'est normal que vous soyez inquiet. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, évidemment, c'est que je vais au contraire vous donner un aperçu de la vue d'un recruteur, du coup, qui négocie du coup des salaires avec des personnes en face. Et je vais vous donner cet aperçu et ça va vous permettre, en fait,
d'être quasiment au même niveau qu'une personne qui fait des négociations de salaire régulièrement, mais plutôt du côté recruteur. Ok. Donc voilà, ne soyez pas inquiets par rapport à ça. C'est essayer d'être à l'écoute de votre interlocuteur, essayer de voir si là vous l'agacez un petit peu en l'emmenant sur tel ou tel sujet, ou si au contraire vous sentez qu'il y a une marge de manœuvre sur tel ou tel autre sujet. Mais dans tous les cas, voilà, vous avez un petit désavantage quand vous partez, mais vous pouvez très bien, et on voit des gens régulièrement qui négocient leur salaire de super manière, vous pouvez très bien y parvenir non plus sans trop de difficultés. C'est d'autant plus important, du coup, que si vous négociez bien votre salaire, en fait, c'est pas expliqué tel quel, mais c'est quand même une partie de l'entretien. Quand on recrute quelqu'un, on se dit, et surtout quand on recrute un commercial, un sales, un business developer, un account manager, on se dit, OK, c'est quoi ses skills, c'est quoi ses qualités, ses compétences en termes de négociation. Donc, en fait, plus vous faites une bonne négociation, déjà, plus on a envie de vous donner de l'argent, ça c'est sûr. Et en plus ça vient confirmer la première impression qu'on a eue sur les entretiens d'avant. Vous voyez, donc quand on négocie le salaire, il n'y a rien qui a été signé à un accord. Donc un entrepreneur ou un recruteur peut toujours se dédire. Mais en revanche, voilà, la manière dont vous allez négocier, l'écoute dont vous allez faire preuve, les arguments que vous allez avancer, votre pouvoir de persuasion, c'est des choses qui vont évidemment vous suivre après, même pendant plusieurs semaines, plusieurs mois après votre prise de poste. Du coup, ça va vraiment contribuer à l'impression générale que vous faites du coup en entretien. Au-delà de ça, il y a encore, et puis on démarre pour 2 mois après, mais c'est des éléments dont je voulais vous parler et qui sont pour moi hyper importants. Le salaire que vous demandez, que vous soyez déjà en poste pour renégocier votre salaire ou alors que ce soit un premier job, c'est un signal très fort de qualité vis-à-vis de la personne en face de vous. C'est-à-dire que si vous m'annoncez, si je vous fais passer un entretien et que vous m'annoncez un package, donc un salaire global, fixe et variable compris, si vous m'annoncez un package à 35 000 euros, en fait, et que dans une vie parallèle, vous m'avez annoncé un package à 45 ou 50 000 euros et qu'après, vous me faites faire remplir un questionnaire et vous me dites, OK, de 1 à 10, comment est-ce que tu notes ce candidat? Il y a 9 chances sur 10 que, alors que ce soit vraiment c'est le même entretien, mais le candidat qui avait un package du coup à 45 ou 50, je le note de manière plus… Et ça, c'est parce que les êtres humains sont irrationnels, évidemment, mais il y a 9 chances sur 10 que moi ou n'importe quel autre recruteur note du coup la personne qui s'est pricée plus cher, qu'elle note cette personne d'une manière, on va dire, plus sympathique. Voilà. Ça s'appelle l'effet Veblen. C'est un économiste, je crois, dans les années 30 qui a illustré ça. Il montrait des produits complètement identiques à des populations, à des échantillons de personnes. Et en revanche, il mettait, voilà, ce parfum-là, il vaut 30 euros et celui-là, il vaut 300 euros. Puis, est-ce que ça sent bon de 1 à 10? Est-ce que vous seriez prêt à le payer telle somme? Et bien, évidemment, le prix avait un effet extrêmement important alors que c'était le même produit derrière sur la psychologie des gens. En salaire, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est important de ne pas se pricer trop bas, de ne pas présenter un salaire trop bas pour plein de raisons, parce que du coup, c'est un signal de qualité. Donc ça, c'est très clair. Deuxième raison, mais en fait, en tant que candidat, quand on donne son salaire, parce qu'on va vous demander votre salaire, on se dit, merde, je vais être au-dessus, je vais être trop cher en fait. Et du coup, ça ne va pas le faire. Et en fait, ce que vous ne réalisez pas, c'est que dans 60 ou 70% des cas, dans un entretien d'embauche, quand il y a un échange d'informations comme ça, en fait, vous allez donner un salaire qui est souvent en dessous de ce que l'entreprise est prête à mettre sur la table, en fait. Parce qu'en fait, vous postulez à plusieurs offres et vous sous-estimez la difficulté pour une entreprise qui a à recruter une bonne personne à un bon profil. Vous le sous-estimez forcément, en fait. Vous vous dites, OK, bon, c'est les entreprises, on est des milliers de candidats, il y a un job, etc. En fait, pas du tout. L'entreprise, elle se dit exactement la même chose. C'est ça qui est trop marrant, c'est que les deux parties pensent la même chose et donc ça crée un espèce de micmac au milieu. Mais l'entreprise, elle se dit, oh là là, j'ai pas mal d'offres ouvertes et c'est tellement difficile de trouver des bons candidats, des candidats qui ont les bonnes expériences, qui communiquent bien, qui ont des résultats à mettre en avant, qui sont curieux, etc., etc. Et en fait, les deux sont dans la même psychologie. Donc en fait, vous, en tant que candidat, souvent, vous avez tendance à avoir un petit peu peur de mettre un salaire qui soit plus élevé que ce que vous voulez. Il faut toujours viser au-dessus de ce que vous pensez vraiment récupérer. Ça, c'est vraiment une règle d'or à respecter. C'est
voilà, vous cherchez une rémunération. Alors, je vais raisonner toujours en package, mais vous voulez une rémunération à 40, vous seriez content, vous accepteriez 40, ce serait pas mal. En fait, allez demander en entretien une rémunération à 47, 48. N'ayez pas peur de faire ça. Et vous allez voir que, en fait, il ne va rien se passer de mal. Ça ne va pas mettre le process en l'air. C'est quoi les scénarios? Bah, le pire des cas, mais ça n'arrive quasiment jamais, la personne vous dit quasiment tout de suite, OK, je suis désolé, c'est un peu au-dessus. Bah, très bien, vous y attendez. Si c'est une entreprise que vous aimez bien, vous dites, OK, je m'y attendais, et je m'y attendais et je suis prêt du coup. Alors, vous n'y attendez pas évidemment, mais voilà, je m'y attendais et je suis prêt à voilà, baisser du coup mes aspirations salariales parce que bah, j'ai eu un super fit avec ce que vous vendez, avec des échanges que j'ai eus auparavant et je comprendrais très bien que c'est un paquet qui soit trop élevé pour vous aujourd'hui. Après, c'est un package aussi qui reflète bah, la valeur que je peux apporter chez vous. Ça, cette phrase-là, vous allez m'entendre la dire 100 fois dans les 45 prochaines minutes. Mais voilà, donc c'est un package aussi qui reflète la valeur que je peux apporter pour vous. Mais je comprendrai et voilà, et je suis prêt à baisser du coup ce package. Ça, c'est le premier cas de figure. Ça se passe vraiment dans 10% des cas. C'est une fois sur 10. C'est très, très rare. OK. Et puis, entre guillemets, vous pouvez toujours baisser. Ce qui fait écho à ce que j'appelle l'effet de cliquet, dont je vais vous parler un petit peu après, qui est le fait que bah, on peut évidemment toujours beaucoup plus facile de dire en tant que candidat, OK, je suis prêt à baisser mon salaire, que de dire, excusez-moi, en fait, je vous avais dit 40, mais en fait, ce serait plutôt 45, s'il vous plaît. Ça, pour le coup, ça n'arrive jamais, c'est pas crédible. Donc, vous voyez, premier cas de figure, vous avez annoncé un truc vraiment trop au-dessus, mais c'est pas grave, boum, vous réussissez du tac au tac, vous dites oui, mais enfin, je m'y attendais et je comprends bien, c'est normal. Donc, c'est quelque chose sur lequel je suis prêt évidemment à négocier, voire négocier fortement si vraiment vous étiez deux fois au-dessus du coup des attentes de l'entreprise en face. Mais si c'est le cas, c'est que vous n'avez pas bien fait votre travail par rapport au salaire attendu du coup. Deuxième point, du coup, deuxième scénario possible, et c'est dans 70% des cas, c'est le recruteur qui vous dit, bah, écoutez, OK, bien noté, vous voulez 45, 50, 60 ou 30 de package, c'est bien noté, voilà, on en reparlera après. Et après, bah, voilà, il y a l'autre cas de figure, évidemment, on vous donne un salaire qui est bien en dessous du coup de ce que l'entreprise est prête à offrir. Et ça, vous pensez que ça arrive rarement, mais en fait, ça arrive hyper souvent. OK. C'est un cas de figure qui est, je pense, enfin, du coup, je sais que les pourcentages se réconcilient pas très bien, mais gardez en tête que dans à peu près 40 à 50% des entretiens que vous faites passer, vous avez une idée du salaire que vous êtes prêt à donner sur ce poste-là et vous avez une certaine flexibilité. En fait, très souvent, la personne en face de vous, le candidat en face de vous, il va se positionner en dessous, en fait. Donc, vous voyez, vous avez vraiment cet effet de cliquet. Voilà, assumez-le, osez, mais vraiment demandez un salaire qui est plus élevé au début, quitte à redescendre, parce que ce sera beaucoup plus facile de redescendre que de remonter. Okay, et c'est vraiment aussi une règle d'or de faire ça, parce que bah, tout simplement, vous avez besoin de surtout pas faire l'erreur d'annoncer un salaire qui soit trop bas. Voilà. Salut Clément, du coup, je vois qu'on a des alumni, ça me fait très plaisir. J'espère que ton boss n'est pas sur ce webinaire. Ok. Alors, j'ai une question de Nicolas sur le bootcamp. Nicolas, je te réponds oui, mais je répondrai plus précisément à la fin du coup, parce que là, je vais continuer sur le sujet de la négociation de salaire. Mais sinon, pour répondre à ta question, je te dis oui. Alors, par rapport au... Enfin, ouais, un tout dernier point enfin, allez, avant vraiment d'y aller pour de bon, ça va devenir un petit peu un sketch ce webinaire. Un tout dernier point, c'est et on le voit très souvent quand il y a une période d'essai qui n'est pas validée sur un 16 ou un business developer, bah, une des raisons pour lesquelles la période d'essai n'est pas validée, enfin, et une raison un petit peu dominante, c'est que le salaire en fait est trop élevé par rapport à ce que la personne peut rapporter. En fait, bon, il y a ce cas de figure où vous recrutez un 16, un business developer et vous vous dites OK, en fait, la période d'essai, je ne la valide pas parce que vraiment, socialement ou culturellement ou humainement, en fait, ça ne correspond pas. On est trop en décalage, on ne se comprend pas. Il y en a un qui fait des blagues, l'autre qui ne rigole pas. Enfin, bref, c'est un peu socialement un peu bizarre. Donc, ça peut arriver, mais c'est quand même très rare. Globalement, dans les 2 tiers ou les 3 quarts des cas, quand une période d'essai n'est pas validée, c'est parce que bah, la personne, elle est pas assez performante. En fait, elle ne rapporte pas assez d'argent, du coup, à la société. Et bah, c'est lié à quoi ça? C'est lié au fait que la personne, évidemment, on doit lui
payer un salaire, c'est la moindre des choses. Et ce salaire, vous touchez, je ne sais pas, imaginons que vous touchiez 3 500 ou 4 000 euros du coup chaque mois sur votre compte en banque. L'entreprise, elle débourse le double du coup tous les mois. Donc en fait, si vous n'atteignez pas un certain volume de vente, en fait, l'entreprise, elle se dit, OK, je suis en train de perdre de l'argent avec cette personne. Évidemment, je ne peux pas non plus la garder au sein de mon équipe. Donc plus vous négociez un salaire qui est élevé, et bon, alors, c'est un petit peu contre-intuitif avec ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais plus vous négociez un salaire qui est élevé, plus derrière, ça peut faire aussi un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Donc, c'est un arbitrage à faire entre, d'un côté, le fait, oui, annoncer un salaire élevé, demander un salaire le plus élevé possible, le fameux 47-48 si vous cherchez un 42 de package. Du coup, vous allez voir le nombre de fois où la personne en face de vous va dire OK, très bien, et puis l'entretien va se continuer. Et là, vous allez dire OK, j'en crois pas ma tête, j'en crois pas mes yeux, pardon. J'ai annoncé un salaire qui est 40% supérieur à ce que je gagne aujourd'hui, et la personne en face, elle ne bronche pas, et tout se passe bien. Ça va arriver très, très, très fréquemment, du coup, ce type de situation. Mais d'un autre côté, voilà, faites pas non plus trop les malins, entre guillemets, parce que le salaire, c'est un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Si vous voulez avoir un salaire très élevé, il va y avoir des attentes très élevées aussi, parce que derrière, il va falloir évidemment que l'entreprise arrive à le rentabiliser, ce salaire. Voilà. Bon, ça, c'était quelques remarques pêle-mêle, mais qui pour moi sont évidemment assez importantes pour vous aujourd'hui. Alors, pour les aspirants développeurs, donc je vais passer à peu près 10 minutes sur ça. Oui, je fais des petits refills de café parce que sinon, je vais avoir une extinction de voix comme ça m'est arrivé lundi. Lundi, j'ai fait un webinaire, je n'avais pas d'eau pendant 1 heure. J'ai cru que j'allais devoir, je ne sais pas, dire que je passais sous un tunnel ou quelque chose comme ça. Mais voilà, j'ai passé je m'éteignais progressivement. Mais là, tout va bien, rassurez-vous, j'ai de quoi faire aujourd'hui. Alors, pour des aspirants business développeurs, du coup, il y a plusieurs choses que je voudrais vous dire. La première, c'est en termes de timing, et je ferai la même remarque sur si vous êtes déjà business developer, l'importance du timing au moment où vous demandez à négocier ou renégocier votre salaire. En tant que aspirant business developer, et je suis précis, dans 80-90% des cas, on va vous demander vos prétentions salariales à la fin du premier entretien. Si on ne le demande pas, c'est une erreur, en fait, parce que ça veut dire que potentiellement l'entreprise s'apprête à perdre du temps avec vous, parce que si vous avez des prétentions salariales qui sont beaucoup trop élevées par rapport à ce que eux sont prêts à mettre sur la table, en fait, tout le monde va perdre du temps. Mais en fait, votre intérêt, c'est de ne pas en parler. Votre intérêt, c'est de passer le plus de temps possible avec l'entreprise avant d'aborder la question du salaire. Pourquoi? Parce que pour l'entreprise, le temps, c'est de l'argent. Et pour l'entreprise, le temps, c'est beaucoup plus d'argent que pour vous, du coup. Donc, plus l'entreprise passe de temps avec vous, plus en fait, vous vous rapprochez pourcentage après pourcentage du moment où en fait l'entreprise finalement va accepter à votre demande, alors que bon, peut-être que votre demande lui correspond très bien, mais peut-être qu'en fait votre demande a été au-dessus de ce qu'ils étaient prêts à mettre, mais vu qu'ils ont passé déjà 4 ou 5 heures avec vous, qu'il s'est passé aussi 2 ou 3 semaines, et que voilà, évidemment, au-delà du temps passé par le retour en face de vous, il y a le temps qui passe et les semaines qui passent alors qu'on attend de recruter la personne. Tout ça, ça représente beaucoup d'argent, en fait, beaucoup plus que ce qu'on pense en tant que candidat. Et vous voyez, tout ça veut dire qu'en fait, en tant que business developer, quand on postule sur un rôle, attendez le plus tard possible avant du coup de commencer à parler du salaire, d'autant plus que si vous en parlez trop rapidement, et encore une fois, ce n'est pas à vous d'en parler, c'est aux autres, c'est aux recruteurs, c'est vraiment aussi une règle d'or, ça. Et si vous en parlez trop tôt, vous pouvez passer pour la personne qui est un petit peu un ou une mercenaire qui serait attirée que par l'argent. Voilà. Donc, attendez le plus tard possible, du coup, attendez vraiment la fin du process, attendez qu'on vous en parle, en fait, et au moment où on vous en parle, vous dites de manière, voilà, vous prenez un petit verre d'eau 5 minutes avant, parce que vous avez anticipé le moment, et vous dites de la manière la plus naturelle possible. Moi, je vous conseille de dire vraiment mot à mot ceci. Écoutez, moi, cette offre de business developer chez Partout, elle m'intéresse énormément, et le package que alors, vous voyez, en plus, je suis en train de réfléchir à mes mots pour être sûr parce qu'on s'est enregistré, donc je ne veux pas évidemment dire trop de conneries, mais vous pouvez dire directement, voilà, pour cette offre de Binapper chez Partout, le package que je souhaite, c'est un package à 60 000 euros qui se décompose en un fixe à 40 000 euros et un salaire variable à 100% de mes objectifs de 20 000 euros. Voyez, et là, vous vous arrêtez là et vous laissez un silence, et vous, entre guillemets, vous laissez la parole à la personne en face de vous qui va vous dire, dans, encore une fois, 80% des cas, OK, c'est bien noté. Voilà. Donc, ça se passe comme ça. On parle de package aussi pour être vraiment clair
vis-à-vis du recruteur et on dit voilà, package qui se décompose avec un salaire fixe de 40 000 euros ou 30 000 ou 100 000, ça c'est vous qui voyez, plus du coup ce variable. Voilà, et évidemment, les deux se réconcilient. C'est mieux, sinon ça peut être un petit peu malaisant. Et vous parlez évidemment de package aussi parce que c'est un petit peu le vocabulaire quand on est dans cet écosystème 16 et BizDev pour parler de rémunération. Voilà. Pas besoin de justifier à ce niveau-là, à ce stade-là. On ne va pas commencer à justifier, on dit juste ça. Et voilà, il n'y a pas besoin de trop s'épancher sur ça. Un point qui est hyper important, et donc là, je vous mets à la place d'un recruteur, c'est que moi, je trouve que, enfin, j'ai toujours comparé ça à un ping-pong, une négociation de salaire. Il y a différentes étapes, ça se passe toujours de la même manière, du coup. Voilà, c'est très simple. C'est d'abord, vous avez un entretien RH, du coup, avec une ou un recruteur. On va vous faire parler de vous, etc., vos expériences. On va vous demander du coup vos prétentions salariales à la fin. C'est là où vous dites ce que je vous ai dit. Bah voilà, je veux un package de 60 000 euros qui se décomposerait avec un fixe à 40 000 euros et un variable à 20 000 euros. C'est l'ordre de grandeur que j'ai pour cette position du coup dans votre entreprise. Après, du coup, on vous dit OK, très bien. Il y a les entretiens qui se déroulent, etc. Si ça se passe bien, on vous fait une offre du coup. Donc, on vous appelle par téléphone ou on vous envoie un email. En général, c'est les deux ensemble. Et on vous dit, voilà, bah, écoute, Sonia, on serait hyper heureux de t'accueillir au sein de notre équipe commerciale. Voilà ton poste, voilà le statut du contrat, cadre, CDI, voilà tes missions, voilà les avantages que tu as. Tu auras une carte Swile, tu auras ceci ou cela, etc., etc. OK, et voilà le package. Et en général, on va te dire, voilà, rémunération annuelle brute fixe 40 000 euros ou 30 000 euros ou 25 000 euros ou 60 000 euros et rémunération annuelle variable à 100% de l'objectif de temps. En général, on ne va pas vous donner exactement la décomposition du calcul du variable. À ce niveau-là, ce n'est pas trop par écrit, c'est un petit peu après. Mais ce qui est important, c'est de le comprendre précisément à cette étape-là aussi, du coup. Pourquoi? Parce que, et ça arrive, surtout dans des startups qui sont assez jeunes, il ne faudrait pas se retrouver face à une situation où, en fait, on vous avait annoncé un calcul du variable qui vous paraissait tout à fait plausible et tout à fait réaliste et tout à fait atteignable pendant les entretiens. Et lorsque vous arrivez sur votre premier jour de poste un mois après, on essaye de vous mettre comment dire, une petite douille, entre guillemets, excusez-moi pour le vocabulaire, où on vous annonce un calcul qui est complètement différent et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est beaucoup moins intéressant pour vous. Vous voyez, et ça, évidemment, il faut éviter d'avoir cette situation. Donc, c'est important d'avoir une confirmation écrite du calcul du variable. C'est vraiment très important. Si on ne vous la donne pas, évidemment, vous allez l'obtenir à l'étape d'après. Bref, vous avez reçu votre offre, du coup, vous êtes content, ça y est, on sort le champagne, surtout si les chiffres, etc., vous intéressent. Et qu'est-ce que vous faites? Parce que vous dites, OK, en fait, je me rappelle le webinaire avec Marin, je suis sûr que je peux aller chercher plus. Vous allez du coup dire, OK, vous pouvez appeler, c'est encore mieux, toujours privilégier les échanges téléphoniques d'ailleurs en tant que sales, en tant que business developer. Vous allez appeler la personne qui vous a fait cette offre et vous allez dire, écoutez, c'est une super nouvelle, je suis hyper heureux, vous étiez mon choix numéro un. Et du coup, vraiment, je suis ravi de cette offre et je me projette vraiment beaucoup sur ce rôle. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, prendre 15 ou 20 minutes aujourd'hui ou demain parce que je vais avoir des questions du coup par rapport à cette offre que vous m'avez transmise et par rapport au package. Posez la question comme ça. Du coup, on va vous dire, OK, très bien, on va regarder les agendas. OK, on est disponible là cet après-midi un petit peu plus tard pendant une demi-heure pour pouvoir en parler avec toi et t'expliquer. Et donc là, vous avez fixé ce rendez-vous. Et donc, on arrive sur l'étape de la négociation à proprement parler. On le fait par oral. On n'envoie pas un mail en disant, voilà, en fait, OK, vous m'avez proposé tant et je veux plus. On ne fait pas par écrit. On le fait toujours par oral, du coup. Call de pas me noyer quand même. Call de négociation, du coup, comment ça se passe? Vous rappelez que vous êtes hyper intéressé, motivé, etc. Et vous commencez par faire parler les personnes en face de vous. Donc, vous allez leur poser des questions. Vous allez leur dire, du coup, en fait, d'accord, donc c'est 40 000 euros de fixe, ça c'est très clair. Et est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du calcul du variable? Ou peut-être même, vous pouvez demander à préciser les missions, par exemple, et après, vous parlez du variable et vous dites, d'accord, là, j'ai bien compris les missions, c'est ce que j'avais en tête, donc on est bien aligné sur ça et j'en suis très heureuse, très heureux. Maintenant, par rapport à la rémunération variable, est-ce que vous pouvez m'expliquer les objectifs, le calcul, etc. Comment vous faites parler la personne en face de vous. Et là, c'est le moment où vous ouvrez les fenêtres en grand, c'est le moment où vous faites tomber la température de 20 degrés. Vous dites, écoutez, et là, vous le dites
tel que je vous le dis aujourd'hui, j'espère que je ne vais pas manger mes mots, mais vous dites du coup, bah, écoutez, je vous remercie pour ce variable. C'est vrai que malheureusement, c'est en dessous de mes attentes et je pensais avoir la possibilité d'avoir un variable qui soit supérieur à celui que vous m'indiquez. Voilà. Et là, vous laissez un silence, du coup, à ce moment-là. Et évidemment, vous observez là, et tout va être une question d'observation des réactions de la personne en face de vous. Vous dites, voilà, je m'attendais à plus, et c'est vrai que mes attentes sont supérieures, du coup. Et là, vous prenez aussi, donc vous avez fait silence. Si la personne réagit en face de vous, vous la laissez parler un petit peu. Peut-être que les gens vont se dire, ah là là, mais attends, nous, on n'a pas beaucoup d'argent, etc. C'est pas grave, la personne parle, ça lui fait du bien, et puis vous l'écoutez, évidemment. Derrière, et je vais revenir sur ça après dans la troisième partie du webinaire, mais le but, ça va être d'argumenter, du coup, de dire pourquoi. Là, en quelques mots, vous allez argumenter, vous allez dire, voilà, j'ai ces expériences-là, j'ai développé ces qualités-là grâce à mes précédentes expériences, y compris si elles n'ont rien à voir avec le métier du business, puisque là, on est aussi dans le cadre d'un aspirant business développeur. Et vous pouvez aussi, et c'est même ce qu'on recommande à chaque fois, mettre en avant la valeur que vous allez pouvoir apporter au sein de cette entreprise, notamment les ventes que vous allez pouvoir déclencher. Donc là, vous dites, écoutez, moi, étant donné le fait que voilà, j'ai une expérience dans une agence marketing et que vous, vos clients, c'est essentiellement des décideurs qui sont également dans des agences marketing, je pense que c'est des personnes que je connais très bien. Je vais arriver d'ailleurs avec pas mal de contacts que je vais pouvoir appeler. Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir évidemment signer des clients parmi ces contacts, mais en tout cas, vous pouvez avoir voilà, ma promesse que j'ai une obligation de moyens vis-à-vis de vous par rapport à ça. Je pense que de par mes précédentes expériences et ceci et cela, je me situe au-dessus des autres candidats qui vont, et là, du coup, il faut évidemment faire preuve de confiance en soi, je me situe au-dessus des autres candidats qui postulent du coup sur ce rôle, et je suis sûr que par rapport aux objectifs de vente que vous avez dans l'équipe commerciale, je vais rapidement arriver à me situer au-dessus. En tout cas, c'est vraiment mon objectif, vous pouvez me croire à 100% par rapport à ça. Donc voilà, vous mettez du coup votre profil en avant, vous mettez votre motivation en avant et les résultats que vous avez envie d'aller chercher. Et là, vous dites du coup à ce moment-là, en fait, du coup, moi, ma prétention, c'est plus 18 000 euros de variable annuelle brute à 100% de mes objectifs plutôt que 11 ou 12 000 euros que vous me proposez initialement. Voilà. Et ce qui va se passer dans 95% des cas, c'est que la personne en face de vous va dire, OK, très bien, écoutez, on va réfléchir un petit peu, on vient vers vous du coup à partir de demain. Et ce qui va se passer du coup dans à nouveau 90-95% des cas, c'est que la personne en face de vous, elle va essayer de couper la poire en deux. Vous voyez, elle va dire, OK, nous, on lui avait proposé, on lui avait proposé initialement 15 000 euros de variable annuelle à 100%. Il nous en demande 25. Bon, allez, on lui en propose 20. Vous voyez, d'où l'intérêt pour vous aussi de demander plus, du coup, parce que vous savez que la personne en face de vous va couper la poire en deux. Et vous voyez, c'est vraiment un ping-pong comme ça, en fait, où si ils vont vous faire une offre avec un montant, vous avez le devoir, l'obligation du coup de négocier et de leur dire en fait non, je veux 20% de plus, et eux ils vont vous dire bon, ok, on a entendu tes arguments et on te donne 10% de plus en fait. Donc évidemment, si vous voulez vraiment 20% de plus, demandez plutôt 40% de plus au début. Comme ça, on coupe la poire en deux, on arrive à 20%. Vous voyez, et ça, c'est une logique qui, on va dire, se retrouve dans la plupart des cas. Les scénarios où ça ne marche pas, c'est des scénarios où soit vous avez, ça peut arriver, hein, vous n'êtes pas assez convaincant dans la négociation, vous n'avez pas choisi les bons arguments. Par exemple, vous avez commencé à parler de votre salaire qui coûte cher parce que vous avez, je ne sais pas, déménagé à Bordeaux, à Nantes ou à Lille ou peu importe, etc. Ou parce que vous voulez faire plein d'allers-retours en train et du coup, vous allez avoir un budget train, etc. Ça, c'est des mauvais arguments à mettre en avant parce que vous parlez de vous-même, vous ne parlez pas de la personne en face de vous et de l'entreprise. Donc, c'est un cas de figure possible. Voilà, où il y a un autre cas de figure possible qui est qu'en fait, j'étais prêt à vous faire une offre, mais voilà, vous n'étiez pas non plus leur top priorité parce que peut-être qu'il y a d'autres candidats qui sont en même temps que vous et qui sont en fait aussi bons, voire presque meilleurs que vous, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un ping-pong qu'on va retrouver du coup à chaque fois. En tant qu'aspirant business développeur, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment, je vous en supplie, n'ayez pas peur de ne pas avoir eu d'expérience préalable en vente ou en business développement ou en sales, appelez-le comme vous voulez. N'ayez pas peur de ne pas avoir eu d'expérience au préalable. C'est absolument pas grave. Ce qu'il faut que vous arriviez à faire, en revanche, c'est que vous arriviez à justifier et c'est qu'il faut que vous arriviez à faire le lien entre votre job
quel qu'il soit auparavant, que vous ayez été militaire, que vous ayez été plombier, que vous ayez été trader à Londres, que vous ayez été mannequin, que vous ayez été voilà, analyste en real estate à Londres ou que vous ayez fait encore un autre job à côté ou déjà de la vente, ou peu importe. Enfin, vous voyez, bon, ça ne marche pas pour déjà de la vente, mais faites le lien à chaque fois. Évidemment, si vous avez déjà fait de la vente, vous pouvez faire le lien par rapport à des compétences que vous avez développées, négociation, prospection, créer sa donnée commerciale, répondre à un appel d'offres, créer une stratégie commerciale. Toutes ces choses-là, c'est des compétences pures. Mais si vous n'avez jamais fait ça avant, c'est pas grave, mettez en avant des qualités du coup, et des qualités qui sont les qualités qu'on attend sur un sales ou un business developer. Vous voyez, donc du coup, ce que j'entends par là, c'est de la résilience, de la négation, du dynamisme, de la pugnacité. Ça, c'est un premier gros lot de qualité. Deuxième gros lot de qualité qu'on peut mettre, c'est pas très beau gros lot. Deuxième ensemble de qualités qu'on peut mettre en avant, bah, ça va être par exemple l'organisation, la rigueur, parce que voilà, vous avez développé ces qualités sur votre job précédent et peut-être le dernier set de qualités qu'on va pouvoir mettre ensemble, ça va être sur des qualités de soft skills, d'écoute, de relationnel et d'empathie par rapport aux problématiques des prospects. Vous voyez, donc voilà, idéalement, vous avez des qualités à mettre, des compétences à mettre en avant. Si vous n'avez pas de compétences, vous mettez des qualités en avant. Ça fait aussi parfaitement le boulot, surtout sur quelqu'un dont c'est le premier rôle en sales, du coup. OK. Alors, vous êtes déjà, si vous avez des questions, évidemment, faites-vous plaisir. Alors, j'ai une question, du coup, effectivement, de Julia. Julia est une alumni aussi, du coup. Salut, Julia, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre sur l'entreprise qui applique des grilles salariales? Alors, ça dépend des entreprises. Tu vois, il y a des entreprises comme, je parlais avec eux d'ailleurs il y a 2 jours, comme Lucas, où ils ont des grilles, et c'est des grilles qui sont publiques, qui sont transparentes. Tu as aussi des boîtes comme, connues pour ça, Alan, où tu as des grilles et il y a un mode de calcul et c'est transparent. Donc, effectivement, auprès de ces entreprises, ça va être un peu plus difficile de négocier. Mais tu as toutes les autres entreprises où il n'y a pas de grille, où tu peux négocier. Sachant que ce n'est pas parce qu'il y a une grille que tu ne peux pas négocier. Okay, il y a toujours la possibilité de négocier des trucs en dehors de la grille. Alors déjà, je vais revenir dessus après. Mais tu peux négocier un budget outil, un budget recrutement pour recruter tes futurs recrues. Tu peux négocier un budget voyage. Hein. Enfin, tu vois, en dehors de la grille, il y a plein de trucs que tu peux faire rentrer dedans, en fait, et qui vont vraiment te faciliter la vie. Tu peux négocier du matériel. Tu peux vraiment négocier plein de trucs. Donc, quand il y a une grille, gardez en tête que vous pouvez négocier plein de choses en dehors du salaire, mais je reviens sur ça un petit peu après. Et quand il y a une grille, aussi gardez en tête que dans un cas sur deux, bon, c'est une grille avec laquelle on peut s'arranger. Pourquoi? Parce que ils ont vraiment besoin de recruter quelqu'un. Vous leur avez plus en entretien et ils vont se dire, OK, c'est quand même trop dommage de se priver d'un candidat juste pour une grille. Et dans ce cas, essayez de voir si, je sais pas, c'est pas une grille qui peut être renégociée au bout de 6 mois parce que vous avez une évolution de poste ou quelque chose comme ça. Mais il y a toujours une grille ou pas grille. C'est un concept un petit peu abstrait en fait. C'est juste qu'il faut essayer de creuser où est-ce qu'il y a une négociation possible. Comment est-ce qu'elle est déterminée la grille? Est-ce que c'est par rapport au poste? OK, très bien. C'est par rapport au poste parce que pour recruter des business développeurs, il y a des niveau 1, niveau 2, niveau 3. D'accord, là, vous voulez me recruter en niveau 2, mais est-ce que je ne pourrais pas être automatiquement passer en niveau 3 au bout de 3 ou 6 mois? Vous voyez, donc c'est comme ça qu'il faut appréhender évidemment cette question. Voilà. Pris trop de café d'un coup là. Dans le cadre des business développeurs confirmés, du coup, les informations clés du coup à retenir, c'est en termes de moment, évidemment, c'est pas la même chose puisque on est dans une relation continue évidemment avec son manager, avec le reste de l'équipe, etc. Mais en attendant, il y a toujours des moments qui sont meilleurs que d'autres et il y a certainement des mauvais moments. Sachant qu'on est sur une dimension qui est aussi à la fois psychologique par rapport à votre manager et aussi une dimension un peu plus macroéconomique par rapport à l'activité de la société et est-ce que en ce moment ça se passe bien ou est-ce qu'on est un petit peu dans le dur d'un point de vue contrat et situation par rapport aux objectifs. Donc moi, c'est la distinction, je la fais comme ça. D'un point de vue psychologique, évidemment, bon, il y a des choses à respecter, mais
attendez par exemple à la fin de la semaine, attendez un moment où vous voyez qu'il y a voilà, et on a pas mal rigolé et il s'est passé des choses qui étaient, enfin voilà, il y a une bonne humeur dans l'équipe et là vous allez voir effectivement votre boss, vous lui dites, est-ce que, alors en plus si vous faites ça le vendredi, est-ce que je peux te parler s'il te plaît? Il va être persuadé que vous allez lui annoncer que vous voulez démissionner. Donc du coup c'est parfait parce que derrière il va se dire oh, ouf, elle veut juste une négociation de salaire, ça va, tout va bien. Et donc, ça peut être pas mal d'ailleurs, je viens d'y penser, mais ça peut être vraiment pas mal d'engager du coup cette conversation un vendredi. Donc, attendez que ce soit un moment où évidemment ça se passe bien, c'est aussi un moment que vous pouvez préparer plusieurs jours, plusieurs semaines en avance, et évidemment en faisant des efforts supplémentaires particuliers par rapport. C'est un peu un cliché, une tarte à la crème, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. On ne va pas commencer à négocier le salaire alors que tout le monde est un petit peu dans le dur au sein de l'équipe, par exemple. Donc, attendez que ce soit le bon moment de la semaine, attendez que ce soit évidemment un moment où les conditions sont assez favorablement réunies, juste d'un point de vue au moins psychologique. Voilà. D'un point de vue, cette fois-ci, un peu plus macro, du coup, il y a deux choses à attendre qui sont importantes. La première, c'est il faut que vous fassiez cette négociation à un moment où vous sentez qu'on a le plus besoin de vous. Typiquement, alors c'est un petit peu, c'est un peu limite, mais vous voyez, si quelqu'un est parti dans l'équipe on a vraiment besoin de vous en fait. Si quelqu'un est parti dans l'équipe, si la société se développe, mais qu'on n'a pas recruté davantage de personnes et qu'il y a une espèce de tension, en fait, si vous avez cette tension, vous allez avoir beaucoup plus de facilité évidemment à renégocier votre salaire. Donc, attendez le moment où on a vraiment le plus besoin de vous, du coup, ou entre guillemets, sans vraiment le dire, mais vous coincez un petit peu, du coup, le manager et le recruteur en face de vous. Donc ça, c'est un point qui est important. Deuxièmement, attendez du coup qu'il y ait des bonnes nouvelles d'un point de vue macro pour l'entreprise. Attendez aussi que, entre guillemets, vous savez que c'est un moment où il y a de l'argent pour l'entreprise. Du coup, c'est un autre point important, que ce soit après une levée de fonds, que ce soit parce qu'il y a un gros appel d'offres qui est rentré ou quelque chose comme ça. Vous voyez. Donc ça, on va dire, pour moi, c'est les deux critères clés à attendre. D'un point de vue psychologique, ça se prépare évidemment, et d'un point de vue macro, ça se prépare aussi. Et d'un point de vue macro, attendez le moment où on a le plus besoin de vous et attendez aussi, préparez le moment où on a le plus besoin de vous et également attendez un moment où vous savez que l'entreprise du coup a de l'argent, tout simplement. Donc ça, c'est en termes de timing, c'est un premier conseil que je vous donne. Deuxième conseil que je vais répéter de manière plus détaillée après, c'est un peu une tarte à la crème, donc je passe rapidement dessus. J'ai juste me concentrer sur une chose, mais évidemment, mettez en avant vos résultats et mettez-les en avant de manière chiffrée. Donc voilà, je ne dis rien de plus, mettez des chiffres en avant, quantifiez ce que vous avez apporté pour l'entreprise. Vous pouvez le quantifier en termes de chiffre d'affaires, vous pouvez le quantifier en termes de marge et vous pouvez aussi quantifier tout le reste du coup. Mettez en avant tout ce que vous apportez, même, on va dire, l'ambiance et votre intégration au sein de l'équipe. C'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre en avant. Ça se joue aussi dans votre négociation de salaire. Vous pouvez aussi, vous pouvez vraiment mettre tout en avant, essayez de vous rappeler tout ce que vous avez pu apporter de manière la plus exhaustive possible à cette entreprise au cours des mois précédents. Et derrière, vous pouvez bien sûr vous servir de tout ça. Ça va vous faire une liste d'arguments que vous pouvez mettre en avant. Et finalement, votre manager va vous dire OK, effectivement, tu as raison, ça mérite une récompense aussi de notre part. Mais si vous arrivez juste et que vous dites voilà, c'est vrai que ce mois-ci ou ce trimestre-ci, j'ai fait 110% de mes objectifs et du coup, je veux un meilleur salaire, en fait, OK, c'est bien, vous mettez un chiffre en avant, mais il y a plein de choses que vous oubliez à côté. Il faut vraiment que vous rappeliez plein de choses. Le fait que vous avez fait une recommandation pour telle personne ou tel stagiaire qui était recruté grâce à vous parce que en fait, vous avez fait un post sur LinkedIn, ça a marché, etc. Le fait que vous avez fait des remontées produits assez régulièrement, le fait que, évidemment, aussi, vous avez atteint vos objectifs, le fait que vous êtes très bien intégré dans l'équipe. Enfin, vous voyez, il y a vraiment essayé de vous poser et de lister comme ça sur une feuille tous les éléments que vous avez pu apporter à l'équipe. Mais il n'y a pas que le côté résultat et financier à mettre en avant, même si, évidemment, c'est la chose la plus importante. Dernier point, parler de l'avenir. Soyez
et soyez flamboyant du coup, soyez hyper optimiste, soyez, enfin voilà, montrez aussi l'ambition que vous avez envie d'avoir pour cette entreprise. Et en fait, c'est vraiment l'argument clé, mais que vous soyez aspirant ou non business développeur, mais c'est plus facile qu'on est déjà business développeur. Il faut que vous projetiez la personne en face de vous dans un avenir qui est un avenir radieux, un avenir optimiste, où du coup, vous allez vraiment augmenter vos résultats et où l'entreprise s'est beaucoup développée. Par exemple, comment dire, une phrase que j'adore recommander du coup en entretien lorsqu'on prépare du coup pour les entretiens, c'est voilà, vous dites à la personne en face de vous que vous aimeriez bien être un élément clé, un élément moteur du passage à la prochaine étape et que votre rêve, c'est d'aider à cette entreprise à passer de 50 à 150 salariés, par exemple. Et vous aimeriez bien vous dire, dans 1 an et demi, quand c'est un objectif qui sera atteint, notamment grâce à vos efforts, que vous avez été un élément clé, une des raisons pour lesquelles on a réussi à passer de 50 à 150 salariés au sein de l'entreprise. Vous voyez? Donc, parler de l'avenir, projeter la personne en face de vous, effectivement, sur cet avenir qui doit être radieux, bien sûr. Vous prenez vos chiffres, vous les multipliez par 2, vous les multipliez par 3 et vous dites, voilà, moi, c'est ça ce que je veux apporter pour vous aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est le seul argument valable pour cette entreprise. Et bien sûr, moi, pour y parvenir, j'ai besoin aussi d'être rémunéré en conséquence. Sinon, c'est quelque chose auquel je n'arriverai pas parce que ça va me demander du travail en plus, ça va me demander beaucoup d'efforts en plus, etc., etc. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. C'est le pouvoir de persuasion que vous exercez. C'est une manière de tordre un petit peu la réalité et vous allez voir que ça permet d'imprimer des choses et des émotions dans l'esprit de votre interlocuteur de manière extrêmement efficace. Donc gardez-le bien en tête. C'est un argument majeur, du coup, pour votre négociation. Alors, j'ai une question aussi d'Adil. Adil qui n'est pas passé par des formations ou certifs pour apprendre, expérience de SDR pendant 1 an en freelance, ce qui peut justifier sa candidature pour un premier poste de salarié. Tu vas la justifier par tes résultats, tu vas la justifier par ton niveau de motivation, donc ton niveau de renseignement par rapport à l'entreprise. Tu vas justifier ton salaire aussi justement par cette valeur que tu vas vouloir, que tu vas créer d'ailleurs pour cette entreprise. Tu vois, ça va être un petit peu tes principaux arguments clés. Le fait que tu étais en freelance ou en CDI, ça ne change pas grand-chose si tu as eu des résultats. Et après, c'est une manière de mettre des chiffres en avant aussi. Il n'y aura pas de difficulté du coup par rapport à ça. Voilà. Dans tous les cas, il y a aussi quelques éléments évidemment enfin, sur lesquels je ne suis pas revenu jusqu'à présent, mais qui sont aussi hyper importants pour cette préparation du coup pour négocier ou renégocier potentiellement votre salaire. Le premier élément, c'est en termes de préparation. Moi, en fait, je fais passer des entretiens à longueur de journée, ça fait partie de mon job. Et je me suis jamais dit de quelqu'un qui est trop préparé. En fait, est-ce que et en fait, à la réflexion, c'est quand même pas normal. Ça devrait arriver que parfois, je me dise que quelqu'un est trop préparé pour un entretien. Du coup. Et en fait, je trouve à chaque fois que les candidats sont pas assez préparés pour l'entretien. Ils connaissent pas assez de choses pour l'entreprise. C'est la même chose pour un salaire. C'est quelque chose qui prend du temps pour avoir des arguments. Donc, évidemment, il y a des plateformes en ligne où vous avez les salaires des collègues qui peuvent être indiqués, et vous pouvez aussi aller parler effectivement à vos collègues. Vous pouvez aussi, bien sûr, aller parler à d'autres sales, d'autres entreprises pour voir comment est-ce que vous êtes payé, du coup. Donc, ça fait partie de la préparation. Vous pouvez, du coup, aller demander aussi voilà, demander tous les niveaux de rémunération du coup dans l'entourage qui est autour de vous. Vous pouvez aussi bien sûr récupérer du coup des chiffres par rapport comment dire à l'industrie. Vous pouvez aller, il y a des études qui sont disponibles si vous faites des recherches sur Google pour aller voir, ok, c'est quoi le salaire moyen d'un business développeur, c'est quoi le salaire dans telle industrie, etc., etc. Vous pouvez aussi aller chercher des données de marché. Je vous donne un exemple. Puisqu'on parlait du coup de partout tout à l'heure avec Clément, en fait, partout, donc c'est le marché finalement je ne sais pas comment il s'appelle exactement, mais c'est tous les prestataires qui permettent à d'autres entreprises de gérer leur présence en ligne. Et il y a peut-être des études sur Xerfi, sur Gartner ou sur des cabinets de conseil qui publient des données chiffrées par rapport à certains marchés. Il y a peut-être une étude qui va dire, voilà, le marché de la présence en ligne, des logiciels de gestion de présence en ligne, c'est un marché qui aujourd'hui pèse 2 milliards ou 3 milliards d'euros et on estime que dans 3 ans, il va peser 6 ou 7 milliards d'euros.
bah, vous voyez, c'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre en avant au moment de votre négociation de salaire si vous êtes bien préparé, quelle que soit la situation, parce que vous pouvez dire, bah, voilà, on va avoir devant nous une phase qui va être extrêmement intéressante puisque bah, le marché, notre marché, sa taille va être augmentée par 3 du coup en 3 ans. Moi, c'est quelque chose qui m'attire énormément. C'est aussi pour ça que je postule dans cette entreprise aujourd'hui, ou c'est pour ça que je m'inscris dans la durée avec vous. Et c'est quelque chose qui va venir justifier, vous savez, le point précédent, donc vos prévisions qui sont assez flamboyantes. Voilà. Donc le fait d'avoir passé du temps aussi à vous préparer et le fait d'avoir rassemblé des données de marché du coup par rapport à l'industrie dans laquelle vous êtes, bah, évidemment, c'est quelque chose qui va vous être utile aussi par la suite. Donc vous pouvez vous faire une petite fiche, une page sur une note ou un Google Doc, comme vous voulez, où vous allez rassembler des infos en termes de salaire, en termes de marché, et c'est un petit peu votre boîte à outils en termes d'argumentation que vous allez utiliser du coup pendant votre négociation. Deuxième point, alors c'est un peu c'est un peu une tarte à la crème, mais en fait, vous avez pas le choix en fait. Vous êtes obligé, confiance en vous. Vous êtes obligé en tout cas de faire comme si vous aviez confiance en vous, du coup, au moment de négocier votre salaire, parce qu'en fait, si vous arrivez dans une posture où, bah, en fait, vous ne croyez pas en vos forces, ça va être très très compliqué de négocier votre salaire. Donc, c'est important d'être convaincu vous-même, de faire le travail de vous convaincre vous-même avant d'essayer de convaincre quelqu'un d'autre. Mais c'est important de faire ce travail de vous convaincre dans un premier temps vous-même que finalement, bah, vous méritez ce salaire supérieur. Du coup. Et ça, c'est d'autant plus important que vous allez afficher cette confiance, qu'elle va se ressentir et qu'on va être embarqué avec vous par rapport à la vision que vous présentez. Et c'est d'autant plus important d'avoir cette confiance que, à partir du moment où vous avez confiance de votre valeur et que vous en êtes convaincu, un petit peu l'effet Coué, mais ça marche très bien. En fait, derrière, vous allez accepter aussi le risque d'échec et vous dites, OK, en fait, c'est simple. Si il n'y a pas de marge de manœuvre, que ce soit sur un premier contrat ou sur une renégociation de salaire, en fait, il y a de fortes chances que je parte, tout simplement, parce que c'est quelque chose auquel je suis prêt. Et ça va vraiment se ressentir, en fait. C'est-à-dire que si vous vous dites, OK, si vous acceptez l'éventualité, c'est mon troisième point, il faut accepter, on ne peut pas faire de négociation sans accepter l'éventualité qu'il n'y ait pas d'accord du tout. En fait, si vous arrivez et que vous dites, OK, je suis prêt à avoir un accord à tout prix, en fait, forcément, vous allez beaucoup moins bien vous en tirer. Et vous allez voir que si vous arrivez sur une négociation et que vous vous dites, OK, dans le pire des cas, la négociation se casse et en fait, c'est pas grave, j'ai des plans de secours, je peux tout à fait démissionner dans un mois et demi, aller voir d'autres personnes, d'autres entreprises, ou alors je peux tout à fait repartir dans des process à zéro, c'est pas grave, après tout, ça va, c'est juste une perte de 2 ou 3 semaines. En fait, si vous êtes dans cet état d'esprit-là d'accepter l'échec, vous allez pouvoir le faire comprendre à la personne en face de vous, elle va se sentir assez impressionnée, elle va se dire, OK, en fait, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, visiblement, il est prêt du coup à ce qu'il n'y ait pas d'accord plutôt qu'il y ait un accord. Et du coup, bah, on lui donne ce qu'il a envie d'avoir. Sachant que, évidemment, le pas d'accord, pour la partie adverse aussi, c'est aussi le scénario catastrophe. Tout le monde veut un accord. Quand on est dans une négociation, on négocie pour obtenir quelque chose. Le pire scénario dans une négociation, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'accord. Et c'est un risque aussi pour l'entreprise en face de vous parce que bah, elle a passé du temps avec vous sur les process d'entretien, ou alors bah, c'est quelqu'un qui est avec vous en ce moment en train qui travaille avec vous dans votre équipe, c'est votre boss, et du coup, il se dit, ouais, OK, si je ne sais pas, Tony doit partir, bah, en fait, il faut que je retrouve quelqu'un d'autre, il faut que je le reforme à nouveau, il y aura plusieurs mois d'onboarding, etc., etc. Autre point clé, le quatrième sur cette partie, bah, parler de l'entreprise, ne parlez pas de vous. On s'en fout que vous deviez prendre que vous puissiez, je ne sais pas si ça se dit, on s'en moque que vous ayez à prendre, je fais une petite pirouette, que vous ayez à prendre le train du coup toutes les semaines pour aller au travail. On s'en fout que vous ayez un emprunt à rembourser, que ce soit pour votre école ou pour un appartement ou pour votre château. C'était une blague évidemment. On s'en fout que vous ayez, vous voyez, enfin, en fait, c'est malheureux, mais ce pas des arguments qui sont des arguments forts, c'est des arguments faibles, ça. Un argument fort, justement, c'est de parler de l'entreprise. Et je fais écho à ce que je vous disais avant. C'est vraiment, du coup, euh, de, euh, euh, de dire, voilà la valeur que je vais créer chez vous, et voilà où est-ce qu'on va aller ensemble, et voilà ce qu'il faut accepter de me rémunérer, du coup, pour qu'on y parvienne, quoi. Euh, Dernier point, du coup, dernier point, avant-dernier point, pardon, et alors le dernier sera assez long sur ne négociez pas que le salaire, mais soyez convaincant. Donc, c'est un moment clé où bah, vous allez exercer votre pouvoir de persuasion, bien sûr. Et pour ça, moi, je vois deux axes principaux.
Le premier, mettez des chiffres en avant, parce que vous allez vous adresser à la partie un petit peu aux esprits analytiques, aux esprits rationnels, mettez des chiffres. Et puis aussi, essayez de mettre des émotions en avant. C'est l'ensemble des deux réunis, en fonction aussi, bien sûr, de votre interlocuteur, qui va vous permettre, du coup, de le persuader et d'aller là où vous voulez aller, tout simplement. Dernier point qui est technique, mais hyper important, ne négociez pas que le salaire, du coup. Bien sûr, ne négociez pas que le salaire, puisque le salaire, le package, c'est important, mais même dans le salaire même, vous pouvez négocier, par exemple, une clause de revoyure. Vous pouvez dire, OK, dans mon contrat de travail ou dans ma promesse d'embauche, peu importe, il y a une clause où on se revoit pour parler du salaire. Du coup, on se revoit 3 mois après mon arrivée ou 6 mois après mon arrivée. Vous pouvez aussi négocier le fait que sur vos 3 premières, vous êtes à, 100 de salaire. À partir du mois d'après, vous êtes à 110, puis 120, puis 130. Vous voyez, en fait, on a vraiment une flexibilité complète en termes de contrat de travail et en termes de négociation. Donc, vous pouvez tout à fait, du coup, avoir dans votre contrat de travail ou dans votre promesse d'embauche, du coup, une des conditions où en fait votre salaire augmente automatiquement, du coup, passer 3 mois ou passer 6 mois ou quelque chose comme ça. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant. Vous pouvez aussi négocier, du coup, bien sûr, des BSPCE, donc des parts de l'entreprise. Il y a énormément de startups dans lesquelles il y a entre 5 et 10% du capital de l'entreprise qui est réservé pour attirer et fidéliser les meilleurs collaborateurs au sein de l'entreprise. Imaginez que vous soyez arrivé chez Doctolib en 2013 ou en 2014 au moment de leur création et que vous ayez récupéré des BSPCE. Les personnes pour qui c'est le cas, aujourd'hui, il y a pas trop de difficultés à mettre du beurre dans les épinards. Donc, les BSPCE, c'est un point très important. Je vous donnerai un autre exemple de quelqu'un, un directeur commercial d'une entreprise qui est partenaire d'Akimbo. C'est quelqu'un qui était premier business developer dans sa startup. Aujourd'hui, ils sont à quasiment 200 dans cette entreprise. C'est quelqu'un qui m'a dit, voilà, moi, j'ai toujours beaucoup plus négocié mes BSPCE que mon salaire. Le résultat, c'est que du coup, cette personne, aujourd'hui, elle a une partie non négligeable, et je dis bien non négligeable, ça se compte en pourcentage de capital d'une entreprise qui compte un peu plus de 200 salariés. Donc, je vous laisse aussi imaginer effectivement la valeur que ça peut représenter derrière. Autre chose que vous pouvez négocier votre territoire commercial. Vous voyez, vous pouvez tout à fait dire, une entreprise, elle a plusieurs territoires commerciaux. On peut avoir SMB, donc Small and Medium Businesses. On peut avoir les comptes Enterprise, donc les grands comptes, ventes complexes. On peut aussi avoir un mapping, donc une division qui soit géographique. On peut avoir une division, vous voyez, par différentes catégories. C'est quelque chose que vous pouvez négocier aussi. Alors, c'est plus facile quand on a déjà un peu d'expérience, mais vous pouvez tout à fait négocier d'arriver sur un territoire qui vous plaît plus qu'un autre. Et ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que quand vous êtes business developer, quitte à passer beaucoup de temps, c'est sympa de pouvoir choisir entre les agences de voyage, les agences immobilières, je ne sais pas, la grande distribution ou que sais-je encore comme verticale. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez négocier aussi et qui est évidemment intéressant à mettre en avant. Négocier aussi, bien sûr, votre évolution de carrière. C'est quelque chose que vous pouvez négocier par oral avec le manager ou le RH en face de vous, dire du coup, en termes d'évolution de carrière, dans 1 an, dans 1 an et demi, dans 2 ans, qu'est-ce que vous proposez? Évidemment, vous prenez des notes de ça et ça vous permet, quand vous faites votre mail de follow-up, de dire effectivement, dans la discussion, alors évidemment, vous n'allez pas parler que de ça, mais vous allez pouvoir dire, et comme ça, il y a une trace écrite dans l'email, vous allez pouvoir dire effectivement, je note également qu'on a discuté des évolutions de carrière sur ce poste et de la possibilité de passer à compte exécutif ou à compte manager au bout d'1 an ou quelque chose comme ça. Et là, le fait de l'avoir évidemment écrit, derrière, ça a beaucoup plus d'impact parce que si vous rejoignez cette entreprise, au bout de 9 mois, vous allez pouvoir dire, tu te rappelles, lorsque vous m'aviez fait cette promesse d'embauche, on avait commencé à discuter du fait qu'au bout d'1 an, je pouvais passer en tant qu'account manager. Où est-ce que je me situe par rapport à cet objectif aujourd'hui? Vous voyez, donc ça, c'est important. C'est des choses en termes d'évolution de carrière que vous pouvez aussi, bien sûr, mettre dans la boîte. Les 2 derniers points qui sont aussi hyper intéressants, hyper importants, c'est sur la partie budget, puisque si vous rejoignez une équipe commerciale sur un poste de BizDev, que vous soyez junior ou senior, vous pouvez demander à avoir un budget pour certaines choses. Ça peut être des outils. Je vous donne un exemple. Vous avez envie d'avoir un budget outil pour avoir une solution d'enrichissement de données qui va vous donner tous les 06, tous les 07, donc les numéros de portable,
des interlocuteurs que vous ciblez habituellement. Si vous avez négocié 150 ou 200 euros de budget par mois pour ça, c'est trop bien parce que vous n'allez pas vous emmerder, vous allez gagner du temps, vous allez appeler directement les décideurs qui vous intéressent sur leur numéro de portable. Donc, vous pouvez négocier un budget outil comme ça. Vous pouvez aussi négocier un budget pour recruter une équipe. Ça, je parle pour les postes les plus expérimentés, les plus seniors, les futurs managers. En fait, recruter une équipe de sales ou de bizdev, chez Akimbo, on connaît bien, c'est une tannée pour les entreprises. C'est pour ça aussi que tout simplement, nous, on existe parce que les entreprises n'arrivent pas à trouver les personnes avec les bonnes compétences. Donc, les entreprises sont un petit peu, peut-être pas dire prêtes à tout, mais les entreprises elles ont une vraie pression du coup pour recruter ces profils-là. Et vous, si vous arrivez en tant qu'account exécutive ou business developer senior sur un poste, vous pouvez négocier un budget de recrutement. Vous pouvez dire, voilà, j'aimerais bien avoir un budget par mois de 10 000 euros. Alors, ça peut vous paraître beaucoup. Pour une entreprise, en vrai, souvent, ce n'est pas beaucoup et c'est déjà prévu. Mais je voudrais avoir un budget de 15, 20, 30 ou même 40 000 euros pour recruter mon équipe. Et la contrepartie, c'est que je m'engage à commencer à sourcer cette équipe, peut-être même avant même de démarrer mon job. Ça, c'est quelque chose de fréquent. Nous, on parle régulièrement à des sales ou des business developers qui nous disent, OK, moi, je change de job, j'arrive dans une entreprise dans 3 mois. Je m'intéresse dès maintenant à comment est-ce que je peux identifier via Akimbo les meilleurs sales et les meilleurs business developers, ceux qui ont le plus de potentiel, quelle que soit leur origine, et on discute avec eux, on discute avec ces personnes. Et en fait, c'est marrant parce qu'on leur dit, mais en fait, on discute, mais tu as toujours pas rejoint l'entreprise pour laquelle tu recrutes. Ils disent, oui, mais c'est difficile de recruter les bons profils, donc c'est pour ça que je vous parle, et c'est pour ça aussi que je m'y prends 3 mois avant, c'est parce que du coup, j'ai ce budget que j'ai réussi à négocier, et derrière, je veux tout simplement pas perdre de temps quand je vais arriver, parce que j'ai une période d'essai qui dure 6 mois, et si mes sales ou mes biz-dev, ils arrivent 4 mois après, on va pas tous faire long feu. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point qui est important, et même sur le partie budget, vous pouvez négocier un volet formation. Je sais pas, ça peut être, vous êtes un super sales, mais vous ne savez pas parler anglais du tout. Ok, très bien. Vous négociez un budget pour une formation d'anglais. Vous pouvez négocier un budget pour une formation chez Akimbo, évidemment. Quelle bonne idée. Vous pouvez négocier un budget pour une formation sur tout un tas de sujets qui vous intéressent et évidemment qui sont reliés du coup derrière comment dire, à vos missions. Voilà. Dernier point sur lequel vous pouvez négocier aussi, ça va être sur le management, puisque voilà, vous pouvez négocier sur le fait que vous voulez avoir une recrue qui vous rejoigne dans 3 mois, une deuxième dans 6 mois, etc. C'est des choses sur lesquelles. Donc, en résumé, ne négociez pas que sur le salaire, mais négociez aussi sur tout le reste. Le salaire, c'est la partie émergée de l'iceberg, pardon, c'est important. Mais évidemment, derrière, il y a toutes les autres choses qui sont aussi hyper importantes. Avant que je perde ma voix, du coup, alors déjà, est-ce que j'ai quelques questions à ce niveau-là? Est-ce que les évolutions de poste sont rapides pour arriver à des postes de gestion d'équipe, par exemple, où c'est directement accessible? Directement accessible, oui, si tu as déjà une petite expérience en vente, du coup. Je dis bien même une petite expérience, Nicolas. Après, si tu n'as pas du tout d'expérience, ça va être difficile de manager des gens puisque tu vas devoir recruter et former des gens sur quelque chose que toi-même, tu ne maîtrises pas encore complètement. Donc, avant de pouvoir faire ça, en général, il faut que tu aies peut-être 9 mois d'expérience dans les pattes, 9 ou 12 mois, ça me paraît assez raisonnable. Oui, les évolutions de poste sont rapides, ça je te le confirme. Ça dépend aussi du rythme de croissance de l'entreprise, mais très souvent, tu as des évolutions tous les ans. Si tu regardes des profils d'alumni, je pense, on parlait de Partout, tu peux regarder le profil d'Alexia Rivier, comme ça se prononce chez Partout. Elle a démarré BDR, elle est passée au bout d'un an Team Lead BDR. Tu peux regarder chez Partout aussi. D'ailleurs, j'ai vu passer la notification sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est Pauline Poinas qui a été promue au bout de 9 mois en management, du coup, sur des business developers. Elle a démarré business developer, maintenant elle est team lead business developer. Et après, je peux te donner aussi évidemment pas mal d'autres exemples. Du coup, si tu vas regarder des alumni sur LinkedIn et tu regardes un petit peu du coup leur parcours. Donc oui, les évolutions sont rapides. Ça peut prendre de 9 à 18 mois, avec plutôt en moyenne 12-13 mois avant d'avoir une évolution. Voilà. Alors, je vous la fais brève, mais en 5 minutes, montre en main, avant que je perde définitivement ma voix. Akimbo dans tout ça, qu'est-ce que ça vous permet de faire et quel est le lien, évidemment, je pense que vous l'avez compris, entre Akimbo et la négociation d'un salaire de business développeur. Chez Akimbo, on forme des sales, on forme des business développeurs. C'est la plus grosse partie de notre proposition de valeur. Et sur notre bootcamp à temps plein, on va les matcher directement avec notre réseau de startups partenaires. On le fait aussi sur notre bootcamp à temps partiel, mais on va dire que sur notre bootcamp à temps plein, ça fait purement partie de notre proposition de valeur et on le fait vraiment pour absolument tout le monde. C'est quelque chose qui est inhérent au modèle du bootcamp à temps plein. Donc, on a ces 2 formations à destination des individus, donc bootcamp à temps plein
bootcamp à temps partiel. C'est à chaque fois évidemment un bootcamp qui est 100% live, 100% interactif avec nos sales coachs. Et alors, je ne l'ai pas précisé ici, mais on fait aussi des formations à destination des entreprises et des prestations de recrutement. Du coup, mais ça, c'est encore un autre sujet. Et le but, ce n'est pas forcément d'en parler aujourd'hui. Sur ce bootcamp à temps plein et ce bootcamp à temps partiel, en quelques mots, on va couvrir toutes les étapes d'une vente, du coup. Donc, les thématiques les plus… Alors, j'en parle un peu plus en détail après, mais on va du coup de la prospection et de ce qu'on appelle le go-to-market, donc la stratégie commerciale, jusqu'au closing. Et les caractéristiques de ces deux formations, c'est que le bootcamp à temps plein, comme son nom l'indique, c'est une formation qui est intensive, qui est à temps plein, qui a lieu au choix dans nos locaux ou à distance. Les deux sont tout à fait possibles. Et c'est une formation qui est révolutionnaire parce qu'en fait, elle est gratuite. Pourtant, elle dure 400 heures. C'est l'équivalent d'un bac plus 5 en termes de volume. Et la condition à ça, c'est que vous rejoignez en CDI une entreprise de notre réseau. Nous, on vous match, du coup, on vous apporte sur un plateau d'argent ces mises en relation avec ces startups de notre réseau qui, du coup, vont financer votre formation. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'unique. On est les seuls à proposer ça, à la différence d'autres formats de formation. Une fois que vous êtes admis sur ce bootcamp, vous êtes sûr de pouvoir le démarrer. Et du coup, derrière, évidemment, on est dans la même barque que vous, complètement, pour faire en sorte que vous, tout simplement, vous ayez le meilleur projet professionnel et qu'on vous mette en relation avec la meilleure startup possible. Donc, on parle de job dans les deux cas de SDR, de BDR, de sales ou de business developer, d'account exécutif aussi, ou parfois aussi d'account manager. Voilà. Donc ça, c'est les métiers sur lesquels on va former. Le bootcamp à temps partiel, il s'adresse à des personnes qui sont principalement en poste, mais on a aussi des personnes dessus qui vont avoir besoin d'un peu plus de temps pour se former, notamment des gens qu'on ne peut pas mettre en relation avec des entreprises partenaires dès le début. Pourquoi? Parce qu'on on estime qu'ils vont avoir besoin de plus de temps. Vous avez sur ce bootcamp à temps partiel des personnes parfois qui ont des années d'expérience en vente déjà, et puis vous avez aussi des gens qui découvrent la vente. Ça, c'est le cas pour toute manière pour tous les bootcamps, avec des profils qui sont parfois vraiment expérimentés, des gens parfois qui sont assez juniors. Nous, évidemment, notre but, c'est de pouvoir délivrer le plus de valeur possible dans les deux cas. Donc, pour les personnes qui sont plus expérimentées, évidemment, on a aussi des modules, on a des discussions et on a des choses en plus à apporter pour pouvoir vraiment devenir expert de certains sujets et avoir un point de vue vraiment global et exhaustif du coup d'un sujet, que ce soit sur la prospection, que ce soit sur les séquences de prospection, sur la partie outils, sur la partie grosse ou la partie négociation, par exemple. Bootcamp à temps partiel, donc c'est 2 sessions live de 3 heures par semaine. Du coup, en semaine A, c'est mardi et jeudi soir, 18h30, 21h30. Et en semaine B, c'est mardi soir, samedi matin. Donc, il y a aussi des événements présentiels et distanciels, sachant qu'une formation peut être faite complètement en présentiel ou complètement en distanciel. C'est assez, entre guillemets, neutre. Ça dépend aussi des personnes qui se forment. Parfois, on a des gens qui font la formation depuis les îles Canaries, depuis Londres. Parfois, on a des gens qui sont sur Paris et qui ont vraiment envie d'être dans nos locaux. Donc, ça, c'est un petit peu laissé au choix. Voilà. Dans tous les cas, vous rejoignez la même communauté d'alumni, du coup, qui sont des personnes en poste. Il y en avait quelques-uns qui étaient présents sur ce webinaire aujourd'hui. Ce sont des personnes, du coup, qui sont en poste dans des startups tech, du coup, sur toutes les fonctions possibles. Et évidemment, c'est une communauté aussi qu'on va retrouver tous les mois à travers des événements qu'on va retrouver aussi pour des événements privés, du coup, afin de garder le lien sur la durée, de pouvoir proposer un accompagnement aussi, du coup, sur la durée à ces personnes-là. Voilà. En termes de contenu de formation, il est disponible sur notre site web. Donc, vous pouvez aller voir, c'est normalement plutôt bien fait. Mais en quelques mots, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va couvrir toutes les étapes d'un cycle de vente. Sur le bootcamp à temps plein, on va mettre aussi un focus particulier au début de la formation sur les entretiens, y compris sur la négociation. Du coup, là, on n'a eu qu'1 heure ensemble. Idéalement, je serais allé plus lentement. Évidemment, j'aurais fait preuve de beaucoup plus de pédagogie pour faire beaucoup plus de mise en pratique. Mais là, c'est un format webinaire qui n'est pas le format idéal et rêvé pour ça. Mais du coup, vous avez une formation qui est, des formations qui sont tournées à 70% sur la pratique réelle. Donc, vous allez créer de vraies séquences de prospection qui vont obtenir de vrais retours. Vous allez être formé sur de vrais appels à froid. Vous allez vous prendre de vraies portes, mais vous allez générer aussi de vraies opportunités. Donc, ça fait une vraie expérience professionnelle. Et enfin, on a aussi d'autres parties pris pédagogiques comme le partage de feedback entre tout le monde. Donc, toutes les semaines, on va partager du feedback avec les autres personnes avec qui on a travaillé du coup au sein de son groupe. Et ça permet bien sûr d'identifier à la fois ses points forts et ses axes d'amélioration pour arriver en poste en étant le plus opérationnel possible, en ayant progressé à la fois sur les hard skills, ça c'est évidemment hyper important, mais aussi sur les soft skills, sur l'écoute, le travail en équipe, la capacité à communiquer, etc. etc. Sur le bootcamp à temps plein, vous avez, on va dire, 4 grandes parties. Vous avez un kick-off au début, pendant une semaine. Vous avez après un volet de
préparation aux entretiens et quelque chose qu'on appelle Sales Fundamentals. Du coup, c'est moitié-moitié entre la préparation aux entretiens et la partie purement sales. Du coup, donc comment dire, on mêle, on interface les deux ensemble. Et après, vous avez une partie qui est plus business développement, du coup, et une partie qui est plus sales avancé, sachant que sur le bootcamp à temps plein, et vous avez quasiment le même projet sur le camp à temps partiel, c'est juste que le format est un petit peu différent. Pas très différent, mais c'est juste que sur le temps partiel, ça va durer 3 semaines. Sur le temps plein, ça va durer 5 semaines. Du coup, et vous avez un projet à Station F. Donc, Station F, c'est le plus grand incubateur de start-up du coup en France. Je crois même dans le monde. Hein. À chaque fois, je dis ça et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment dans le monde? Mais en fait, je suis sûr que oui, c'est ce que j'avais lu du coup sur Internet. Donc, il y a des centaines et des centaines de startups qui sont là-bas. Ça a été créé par le fondateur de Xavier Niel, du coup. Et nous, on a un partenariat avec les startups de l'incubateur d'HEC à Station F. Et en fait, vous allez pouvoir mettre en pratique toutes vos nouvelles connaissances et vos nouvelles compétences pour ces startups aux côtés des entrepreneurs de ces startups. Et ça, vous le faites 2 à 4 heures par jour sous la supervision de nos sales coachs, du coup. Et ça vous permet, bien sûr, à la fois d'acquérir une vraie expérience et surtout d'ancrer vos nouvelles compétences et de les éprouver au contact de la réalité. Voilà. Et donc, vous avez effectivement les 2 formations qui se concluent par ce projet à Station F avec le fameux démo day. À la fin de la formation, vous allez présenter vos résultats du coup devant l'ensemble de la communauté. On a aujourd'hui un réseau d'un peu plus de 250 startups partenaires, toutes industries, tous secteurs. On a de l'éducation, on a du marketing en ligne, on a de la santé, on a des fintech, on a des foodtech, on a, voyez, tout un tas d'entreprises de secteurs différents. C'est des entreprises de 5 à plusieurs milliers de salariés. Et bien sûr, on travaille avec elles à la fois sur leur thématique de formation, mais aussi sur le recrutement des Akimbers, puisque notre but, c'est de faire des mises en relation entre vous et ces entreprises.